Le dîner d'anniversaire de mon épouse, l'écran a tout révélé. Au dîner d'anniversaire de mon épouse. L'écran affichait « raté impuissant ». Décrocheur scolaire, faible revenu, désormais célibataire. Les rires éclatèrent. Mon épouse sourit. Ne riez pas trop fort. Je pourrais pleurer. La mère de mon épouse sirota son vin. Son père gloussa. C'est juste une blague, n'est-ce pas? J'ai sorti mon téléphone. Lancé. La pièce devint silencieuse. Connaissez-vous cette sensation d'être assis dans une pièce bondée, tout en pouvant aussi bien être invisible? C'est ma vie depuis 5 ans. Je m'appelle Marcus Grant, et si vous me croisiez dans une rue de Brooklyn, vous oublieriez probablement mon visage avant même que j'aie tourné au coin de la rue. Taille moyenne, carrure moyenne, tout est moyen. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pense. Je travaille comme administrateur de bureau général dans un cabinet comptable de taille moyenne au centre de Brooklyn. Rien de glamour. Je brasse de la paperasse, planifie des réunions, m'assure que la machine à café est approvisionnée et que le bureau fonctionne sans accroc. La plupart du temps, je suis le type que les gens croisent sans un second regard. L'homme invisible en pantalon kaki et chemise qui arrive à 9 h, déjeune à son bureau et rentre chez lui à 18 h. Mes collègues sont assez corrects. Ils disent « bonjour » en prenant leur café, me demandent peut-être comment s'est passé mon week-end si nous sommes coincés ensemble dans l'ascenseur. Mais je ne suis pas le genre de type qu'on invite à boire un verre après le travail. Je ne suis pas celui avec qui on papote près de la fontaine à eau. Je suis juste Marcus. Marcus, le fiable, le silencieux, qui ne cause jamais de problème et finit toujours son travail à temps. C'est exactement comme ça que mon épouse, Célia, me voit aussi. En fait, oubliez ça. Elle ne me voit pas du tout. Pour elle, je suis comme ce meuble que l'on a l'intention de remplacer, mais pour lequel on n'a tout simplement pas encore trouvé le temps. Fonctionnel, mais pas de quoi se vanter auprès de ses amis. Je suis le type qui va chercher ses vêtements au pressing, qui se souvient de payer les factures et qui ne se plaint jamais quand elle change nos plans pour le dîner à la dernière minute parce que quelque chose de mieux s'est présenté. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans dans un café de Park Slope. Elle se disputait avec le barista à propos de son latte, quelque chose à propos de la mousse qui n'allait pas, et je suis intervenu pour calmer le jeu, j'ai payé sa boisson, j'ai fait une petite blague qui l'a fait sourire. Elle était magnifique, largement hors de ma portée, et je n'arrivais pas à y croire quand elle m'a donné son numéro. En y repensant maintenant, je me demande si elle n'était pas simplement impressionnée que quelqu'un soit prêt à réparer ses pots cassés sans rien attendre en retour. La première année a été bonne, vraiment bonne. Elle me faisait sentir que je comptais, que je valais quelque chose. Mais à un moment donné, ça a changé. Peut-être que c'est arrivé progressivement. Ou peut-être que j'étais trop aveugle pour le voir venir. Elle a commencé à faire ses petites remarques. Rien de trop méchant, juste assez pour piquer. Oh, Marcus est d'accord avec tout ce qu'on décide. Ne t'inquiète pas pour Marcus. Il n'aime pas ce genre de choses. Marcus est plutôt un choix pratique. Ses parents ont très clairement fait savoir dès le premier jour que je n'étais pas ce qu'ils avaient en tête pour leur précieuse fille. Warren Montgomery, oui, c'est son nom de jeune fille. Montgomery est un ponte de la banque d'investissement qui gagne probablement plus en un mois que moi en 3 ans. Il conduit une BMW, porte des costumes qui coûtent plus cher que mon loyer et a cette façon de me regarder comme si j'étais quelque chose de collé sous la semelle de sa chaussure. Lorraine, la mère de Célia, est encore pire. Elle a ce faux sourire doucereux perfectionné à l'extrême, du genre qui dit « que Dieu vous bénisse », mais qui signifie en réalité « pauvre créature pathétique ». Elle s'informe de mon petit travail et hoche la tête comme si elle était intéressée, mais je le vois dans ses yeux. Je suis temporaire, un bouche-trou jusqu'à ce que Célia reprenne ses esprits et trouve quelqu'un de plus approprié. Le pire, c'est qu'il n'essaie même plus de le cacher. Pendant les dîners de famille, il parle de l'avenir de Célia comme si je n'étais pas assis là. Quand tu te caseras enfin avec la bonne personne, une fois que tu seras prête pour une vraie relation. Ils ont tous ce fantasme où je disparais un jour et Célia se retrouve comme par magie avec un avocat ou un médecin qui a fait les bonnes écoles et appartient au bon country club. Et Célia, elle reste là, assise, et laisse faire. Elle ne me défend jamais. Elle ne leur dit jamais d'arrêter. Parfois, je la vois hocher la tête comme si elle planifiait déjà mentalement sa stratégie de sortie.
Comme si j'étais juste ce chapitre gênant qu'elle doit surmonter avant que sa vraie vie ne commence. J'ai essayé de lui en parler, d'essayer de lui expliquer ce que ça fait d'être traité comme si on ne comptait pas, comme si on ne faisait que tuer le temps en attendant que quelqu'un de mieux arrive. Mais elle balayait toujours ça d'un revers de main. Il ne le pense pas, Marcus, tu es trop sensible. C'est juste ma famille. Alors j'ai appris à me taire, à sourire et à hocher la tête pendant les réunions de famille, à rire quand ses amis font des blagues sur le couple improbable que nous formons, à prétendre que ça ne me dérange pas quand elle me présente comme, juste mon mari, Marcus, comme si j'étais une pensée après coup qu'elle avait ramassée au supermarché. Mais voilà le truc quand on est invisible. Les gens oublient qu'on écoute. Ils oublient qu'on fait attention. Ils se sentent à l'aise pour dire des choses qu'ils ne devraient probablement pas, pour faire des choses qu'ils pensent que personne ne remarquera. Et après 5 ans à être traité comme un meuble, j'ai entendu et vu beaucoup de choses. Vous voulez savoir ce qui me dérange vraiment? Ce n'est même plus le manque de respect. Je m'y suis habitué. C'est l'hypothèse que je suis trop faible, trop stupide ou trop pathétique pour y faire quoi que ce soit. Comme si j'allais rester assis là pour toujours, acceptant les miettes d'affection qu'il me jette, reconnaissant d'avoir le privilège d'être toléré. Ils pensent me connaître. Ils pensent m'avoir entièrement cerné. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas sur le silencieux et quelconque Marcus Grant. Et très bientôt, ils vont découvrir à quel point ils se sont trompés. Le 30e anniversaire de Celia approche, et ses parents lui organisent une grande fête. Toutes les personnes importantes seront là. Ses collègues, ses amis, le cercle social de sa famille, tous ceux qui comptent sauf moi. Apparemment, on s'attend juste à ce que je me présente, que je souris gentiment et que j'essaie de ne mettre personne dans l'embarras. Mais j'ai d'autres plans pour cette soirée, des plans qu'ils ne verraient jamais venir, même en 1 million d'années. Parce que parfois, ce sont des gens silencieux dont il faut le plus se méfier. 3 semaines avant le 30e anniversaire de Celia, Warren m'a coincé dans notre cuisine lors d'une de leurs sessions de planification familiale. Je préparais du café parce que, apparemment, c'est ce que je fais maintenant. Servir des boissons pendant qu'il décide comment dépenser un argent que je ne verrai jamais. C'est là qu'il a lâché la nouvelle, on pense à la Sky Terrace du Mandarin Oriental, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son téléphone. Lorraine a déjà parlé au coordinateur d'événements. Ce sera parfait pour ce qu'on a en tête. La Sky Terrace. J'avais cherché ce lieu une fois par curiosité. 3 000 $ juste pour réserver l'espace. Et c'est sans compter la nourriture, les boissons ou la décoration. Pendant ce temps, je découpe des coupons et j'achète des céréales de marque distributeur. Mais bon, rien n'est trop beau pour l'anniversaire marquant de la princesse Celia. Ça a l'air cher, ai-je dit, en essayant de garder une voix neutre. Warren m'a finalement regardé et je pouvais pratiquement voir les signes dollars s'additionner derrière ses yeux. Ne t'en fais pas pour ça, fiston, a-t-il dit, et mon Dieu, je déteste quand il m'appelle comme ça. C'est un investissement dans l'avenir de Celia. Elle mérite d'être entourée du bon type de personne pour son jour spécial. Le bon type de personne. Traduction, pas moi. Pendant les 2 semaines suivantes, je les ai regardés planifier ça comme s'ils organisaient une campagne politique. Lorraine avait des feuilles de calcul, de vraies feuilles de calcul avec des listes d'invités classées par importance. Il y avait la liste A, les conseillers municipaux, les hommes d'affaires prospères, les vieux amis de la famille avec des relations. Puis la liste B, les amis d'université de Celia qui avaient réussi, les collègues de son agence de marketing, les parents éloignés avec de l'argent. Je n'étais même pas sur la liste C. J'étais juste, Marcus, Marie, avec un point d'interrogation à côté, comme s'il n'était pas sûr que j'allais vraiment me présenter à la fête d'anniversaire de ma propre femme. La liste des invités n'arrêtait pas de s'allonger. 200 personnes, puis 250, puis 300. Je reconnaissais peut-être 30 noms, et la moitié d'entre eux étaient des gens qui n'avaient jamais pris la peine d'apprendre le mien. Mais Celia était dans son élément, appelant tout le monde personnellement, postant des photos d'avant-goût sur Instagram, agissant comme si cela allait être l'événement social du siècle. Tu sais ce qui serait parfait? A dit Lorraine lors d'une de leurs sessions de planification. Si Marcus portait du bleu marine au lieu du noir. Nous ne voulons pas que quelqu'un le confonde avec le personnel de service. J'étais assis juste là, dans mon propre salon, et elle parlait de moi comme si je n'étais même pas présent. Celia a simplement hoché la tête,
déjà en train de faire défiler son téléphone pour trouver le costume bleu marine parfait que son mari pourrait porter pour ne pas embarrasser sa famille. Du bleu marine, ce sera, ai-je dit, forçant un sourire. Je ne voudrais pas créer de confusion. La séance de shopping pour le costume a été un enfer à part entière. Célia m'a traîné dans 3 magasins différents à Manhattan, chacun plus cher que le précédent. Elle n'arrêtait pas de rejeter des costumes parfaitement convenables parce qu'ils n'étaient pas tout à fait justes, ou n'envoyaient pas le bon message. Finalement, au 4e magasin, elle a trouvé quelque chose qui répondait à ses normes. C'est parfait, a-t-elle dit, en tenant une veste bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le paiement mensuel de ma voiture. Très approprié. Approprié. Voilà encore ce mot. Pas beau, pas élégant, pas impressionnant. Approprié. Comme si j'étais un meuble qui devait s'accorder avec les rideaux. Pendant qu'elle était occupée à planifier la fête du siècle, j'avais mes propres préparatifs à faire. Vous voyez, Célia m'avait déjà dit exactement quel cadeau elle voulait. Un sac Hermès auquel elle faisait subtilement allusion depuis des mois. Subtilement, comme un train de marchandises, mais bon. Elle m'avait envoyé des liens, des photos, même le numéro de modèle exact. Le sac Birkin de couleur, taupe, quoi que cela puisse bien vouloir dire. 42 000 $ pour un sac à main. J'ai dépensé 3 chèques de paie pour ce sac. J'ai dû puiser dans mon fonds d'urgence, l'argent que j'avais secrètement économisé pour pour les urgences. La vendeuse du magasin Hermès m'a regardé comme si j'essayais de payer avec de l'argent de Monopoly quand je lui ai tendu ma carte de crédit, mais elle est passée, et je suis sorti de là avec une petite boîte orange qui coûtait plus cher que la plupart des voitures des gens. Elle va adorer, a dit la vendeuse avec ce sourire étudié qu'elle réserve aux clients qui viennent de prendre des décisions financières douteuses. Oui, elle l'adorerait probablement pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elle passe à la prochaine chose dont elle avait besoin. Mais j'avais mes raisons de l'acheter, des raisons qui allaient bien au-delà de rendre mon épouse heureuse pour son anniversaire. La semaine avant la fête, les invitations ont été envoyées. Du papier cartonné chic avec des lettres dorées, tout le tralala. Warren et Lorraine Montgomery ont le plaisir de vous convier. Mon nom ne figurait nulle part sur ces invitations. Pas même une mention que c'était en fait une célébration conjointe des 2 familles. Juste les Montgomery qui organisaient une fête pour leur fille avec son mari commun, plus un, anonyme. Mais je ne suis pas venu à cette fête les mains vides. Et je ne parle pas seulement du sac hors de prix qui se trouve dans mon placard. J'avais fait mes propres préparatifs, concocté mes propres petites surprises pour la grande soirée. Parce que s'ils voulaient que cet anniversaire soit mémorable, j'allais m'assurer qu'ils obtiendraient exactement ce qu'ils demandaient. La veille de la fête, j'ai tenté une dernière fois. Célia, ai-je dit, es-tu sûre de tout ça? Je veux dire, avons-nous vraiment besoin d'une si grosse production? Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer d'annuler Noël. Marcus, c'est important pour moi, pour ma famille. J'ai besoin que tu comprennes ça. Je comprends, ai-je dit. Et je comprenais. Je comprenais parfaitement. Demain soir, 300 bonnes personnes, se rassembleraient sur cette terrasse sur le toit pour célébrer l'anniversaire de ma femme. Ils mangeraient de la nourriture chère, boiraient des alcools de première qualité et porteraient un toast au brillant avenir de Célia avec quelqu'un qui n'est pas moi. Mais ils n'avaient aucune idée du genre de spectacle qu'ils allaient vraiment voir. Le soir de la fête, je me tenais devant le miroir de notre chambre, ajustant cette maudite cravate bleu marine pour la 10e fois. Le costume m'allait parfaitement. Célia s'en était assurée, mais j'avais l'impression de porter un déguisement, ce qui, je suppose, était exactement le but. Ce soir, je jouais le rôle du mari présentable, habillé de manière appropriée pour que personne ne me confonde avec le service. Tu es prêt? A appelé Célia depuis la salle de bain, où elle se préparait depuis 2 heures. Quand elle est enfin sortie, je devais admettre qu'elle était éblouissante. La robe dorée captait la lumière parfaitement. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure élégante qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, et son maquillage était impeccable. On aurait dit qu'elle sortait d'une couverture de magazine. Tu es magnifique, ai-je dit, et je le pensais. Quoi qu'il n'allait pas entre nous, elle était toujours magnifique. Elle m'a à peine jeté un regard. Merci. Tu es bien. Bien. Pas beau, pas séduisant, même pas correct. Bien.
Comme si j'avais réussi à ne pas la mettre dans l'embarras, ce qui était apparemment le plus grand compliment que je pouvais espérer. Le trajet jusqu'à Manhattan fut silencieux. Célia a passé tout le temps sur son téléphone, répondant aux messages des personnes déjà présentes à la fête. Je regardais par la fenêtre les lumières de la ville, ce nœud familier dans mon estomac se resserrant à chaque kilomètre. La Sky Terrace était tout ce que Warren avait promis et plus encore. Des baies vitrées du sol au plafond entouraient l'espace, offrant une vue panoramique sur la skyline de Manhattan. La décoration criait l'opulence. Des orchidées blanches partout, des lustres en cristal, des tables dressées avec de la porcelaine qui coûtait probablement plus cher par assiette que ce que je gagnais en une journée. Et les gens, mon Dieu, les gens. J'ai reconnu des visages des pages mondaines, des politiciens locaux, des chefs d'entreprise. Ce n'était pas juste une fête d'anniversaire. C'était un événement de réseautage déguisé en célébration. Marcus. La voix de Warren a tonné à travers la pièce alors que nous entrions. Il en était déjà à son 3e verre, son visage rougeaud à cause de l'alcool et de la joie de se pavaner. Voilà mon gendre. Viens rencontrer quelques personnes. Pendant l'heure suivante, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai souri et hoché la tête pendant les présentations que j'oublierai le lendemain matin. J'ai fait la conversation sur le temps et la vue. J'ai ri à des blagues qui n'étaient pas drôles. Et tout le temps, je sentais les regards curieux, j'entendais les conversations chuchotées derrière moi. C'est le mari de Célia. Il fait quoi déjà? Quelque chose avec de la paperasse, je crois. Pauvre fille. Elle pourrait faire tellement mieux. À 21h, le champagne coulait à flot et la foule était convenablement animée. C'est alors que Warren a teinté son verre et a demandé l'attention. Mesdames et messieurs, a-t-il annoncé, sa voix portant facilement à travers la terrasse. Merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer le 30e anniversaire de notre magnifique fille. Célia, ma chérie, monte ici. Célia était littéralement rayonnante alors qu'elle se frayait un chemin vers l'avant de la salle. La foule a applaudi et quelqu'un a sifflé d'appréciation. Elle était dans son élément, entourée de toutes les bonnes personnes, célébrée exactement comme elle en avait toujours rêvé. Merci à tous d'être ici, a-t-elle dit dans le micro que Warren lui a tendu. C'est sincèrement plus que ce que j'aurais pu espérer. Vous avoir tous ici, toutes les personnes qui comptent le plus pour moi. J'ai remarqué qu'elle n'a pas regardé dans ma direction quand elle a dit ça. Mais avant de devenir trop sentimentaux, a-t-elle poursuivi avec un rire, je me suis dit qu'on pourrait s'amuser un peu. J'ai préparé un diaporama de quelques souvenirs au fil des ans. Maman, pourrais-tu éteindre les lumières? La pièce s'est obscurcie et un écran de projection est descendu du plafond. Je me suis retrouvé poussé vers l'arrière de la foule alors que tout le monde se rapprochait pour regarder, ce qui m'allait très bien. J'avais vu assez de photos d'enfance de Célia pour toute une vie. Le diaporama a commencé de manière innocente. Des photos de bébés qui ont recueilli les « oh » appropriés de la foule. Des photos de l'école primaire où elle était adorable avec des couettes et des dents manquantes. La maladresse du collège à laquelle tout le monde pouvait s'identifier. Des photos glamour du lycée où l'on pouvait déjà voir la femme qu'elle deviendrait. Puis est venue l'université, les soirées de sororité, les voyages de vacances de printemps, le jour de la remise des diplômes avec Warren et Lorraine rayonnant de fierté. Des études à l'étranger en Italie, où elle avait l'air bronzée et insouciante, posant devant des ruines antiques et des cafés pittoresques. Son premier emploi dans l'agence de marketing, une photo professionnelle qui criait le succès et l'ambition. La foule adorait ça, se remémorant des souvenirs et des blagues privées. Célia jubilait, savourant chaque instant d'attention. C'était sa soirée, sa célébration, sa chance de montrer à tout le monde exactement qui elle était et ce qu'elle avait accompli. Et maintenant, dit-elle, sa voix prenant un ton enjoué qui me glaça le sang, parlons de ma situation actuelle. C'est alors que ma photo est apparue sur l'écran. Une terrible photo prise sur le vif qu'elle avait dû prendre quand je ne regardais pas, où j'avais l'air fatigué et vaincu, et en dessous, en lettres capitales géantes que tout le monde dans la pièce pouvait clairement lire, raté impuissant, décrocheur scolaire, faible revenu, désormais célibataire. Le rire a commencé immédiatement. Pas des rires polis ou des gloussements nerveux, mais de vrais rires francs et sonores. Les gens pointaient l'écran, me pointaient du doigt, se tordant de rire comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. J'ai entendu quelqu'un au fond crier « Oh mon Dieu !» et éclater de nouveau de rire. Je suis resté là, figé sur place,
regardant 300 personnes se moquer des mensonges les plus intimes et les plus dévastateurs sur ma vie, projetés sur un écran géant pour que tout le monde les voie. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus les rires. Mais ce n'était pas de la honte que je ressentais. C'était de la clarté. C'était ça. C'était le moment que j'attendais sans même le savoir. 5 ans de petites humiliations avaient mené à cet instant parfait et cristallisant où tout est devenu absolument clair. Célia était toujours au micro, souriant à son public comme une comédienne qui venait de livrer la chute parfaite. « Ne riez pas trop fort », a-t-elle dit. Je pourrais pleurer. Plus de rire. Quelqu'un près de moi essuyait des larmes de ses yeux. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables alors que j'ouvrais l'application. Je m'étais préparé pour ce moment précis. Lancez, ai-je dit doucement. Trop bas pour que quiconque l'entende par-dessus les rires continus. Mais ils étaient sur le point d'entendre beaucoup plus de moi. Les rires ne s'arrêtaient pas. Au contraire, ils devenaient plus forts, plus vicieux. J'ai vu des visages à qui j'avais serré la main 1 heure plus tôt se contorsionner de joie à mes dépens. Ces gens avocats, politiciens, hommes d'affaires, les prétendus piliers de la société se comportaient comme des adolescents qui venaient de voir quelqu'un glisser et tomber dans le couloir. Margaret Chin, une conseillère municipale que j'avais rencontrée pendant le cocktail, se tapait littéralement sur le genou en pointant l'écran. « Oh, mon chou !» cria-t-elle à son mari. « Regarde-moi cette pauvre chose. » Son mari, un magnate de l'immobilier dont je ne me souvenais plus du nom, essuyait des larmes de ses yeux. « Bon sang, Célia !» gloussa David Morrison, un des partenaires de golf de Warren. « Où as-tu trouvé ce type? Dans un refuge pour sans-abri ?» Cela déclencha une autre salve d'hurlements de la foule. Même des gens que je n'avais jamais vus de ma vie se joignaient à la fête, se nourrissant de l'énergie comme des requins qui sentent le sang dans l'eau. Les téléphones sortaient maintenant. Je pouvais voir les flashs des appareils photo, des gens filmant l'écran, me filmant moi, debout là, encaissant tout. Célia savourait. Elle se tenait à ce micro comme si elle présentait une émission spéciale sur HBO. Je sais, dit-elle, me faisant un geste avec une sympathie théâtrale. J'ai eu pitié de lui au début aussi, mais ensuite j'ai réalisé que quelqu'un doit bien s'occuper des chiens errants, n'est-ce pas? Plus de rire. Quelqu'un au premier rang, je crois que c'était une de ses sœurs de sororité, a crié « Ma fille, tu es une sainte ». Le meilleur, continua Célia, s'animant vraiment maintenant, c'est qu'il pense vraiment que c'est un vrai mariage. Comme s'il enfilait son petit costume tous les matins, allait à son petit travail et rentrait à la maison en pensant qu'il est un vrai mari. J'ai regardé autour de la pièce, observant chaque visage, le plaisir cruel dans leurs expressions, la façon dont ils me regardaient comme si j'étais une sorte d'animal exotique dans un zoo. C'étaient censés être des gens polis, des gens cultivés, du genre à faire des dons à des œuvres de charité, à aller à des galas d'opéra et à se vanter de leur sophistication, mais mettez-les en meute, donnez-leur une cible, et ils devenaient tout autre chose. Warren se tenait près du bar, un whisky à la main, riant avec ses amis. Pauvre diable, l'ai-je entendu dire à l'homme à côté de lui. Il ne réalise probablement même pas qu'il est le clou du spectacle. Lorraine n'avait pas bougé de sa table, mais elle souriait de ce sourire froid qui était le sien, sirotant son vin comme si elle regardait son film préféré. De temps en temps, elle se penchait pour chuchoter quelque chose à la femme à côté d'elle, et elle me regardait toutes les deux et riait. Marcus, chérie, a appelé Célia depuis le micro, comme si elle s'adressait à un enfant qui avait erré dans la pièce par erreur. Monte ici. Ne sois pas timide. La foule s'est tournée pour me regarder avec attente, des centaines d'yeux attendant de voir ce que le pathétique mari allait faire ensuite. Allait-il pleurer? S'enfuir? Ou simplement rester là et encaisser comme le faible qu'il pensait tous que j'étais? Quelques personnes ont commencé à applaudir, mais ce n'était pas un applaudissement encourageant. C'était le genre d'applaudissement lent et sardonique que l'on réserve à quelqu'un qui vient d'échouer spectaculairement à quelque chose de simple. Discours. Discours. A crié quelqu'un, et d'autres ont repris le chant. Je pouvais sentir le poids de chaque regard dans la pièce. Tous ces gens puissants et prospères qui étaient venus ici ce soir en espérant un divertissement. Et mon Dieu, ils en avaient pour leur argent. Le mari loser humilié publiquement par sa magnifique épouse. Trop pathétique pour se défendre. Trop brisé pour faire autre chose que de rester là et encaisser. Mon téléphone semblait chaud dans ma main.
3 pressions sur l'écran, c'est tout ce qu'il faudrait. 3 pressions pour tout changer. Mais d'abord, je voulais vraiment les regarder. Je voulais mémoriser ce moment, ces visages, ce sentiment, parce qu'une fois que j'aurais appuyé sur ce bouton, aucun de nous ne serait plus jamais le même. Il y avait Jennifer Walsh, la blogueuse lifestyle qui avait passé 20 minutes à me parler de sa marque, authentique, et de l'importance de « vivre sa vérité ». Elle filmait tout sur son téléphone, composant probablement déjà la légende de sa story Instagram. Il y avait Robert Kane, le conseiller en investissement qui m'avait donné sa carte plus tôt et m'avait dit de l'appeler, si jamais tu veux prendre ton avenir au sérieux. Il était plié en deux de rire, son toupet coûteux légèrement de travers. Il y avait la docteure Patricia Vance, la thérapeute qui avait écrit 3 livres sur le bien-être émotionnel et les relations saines. Elle applaudissait avec tout le monde, comme si détruire publiquement la dignité de quelqu'un n'était qu'un bon divertissement. C'étaient les gens de Célia, sa tribu, sa famille choisie. Et cette cruauté déguisée en humour, cette mentalité de meute, ce manque total de décence humaine élémentaire. C'était ce qu'elle était vraiment quand elle pensait que personne ne regardait sauf que quelqu'un regardait. Beaucoup de gens, en fait. J'ai regardé à nouveau Célia, toujours en train de se prélasser sous les feux des projecteurs, jouant toujours pour son public comme la star de son propre spectacle. Elle a croisé mon regard et m'a fait un clin d'œil. Un vrai clin d'œil, comme si nous partagions une blague privée plutôt qu'elle ne détruise systématiquement ce qui restait de ma réputation devant 300 étrangers. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a des années. Je n'avais pas seulement épousé la mauvaise personne. J'avais épousé quelqu'un qui prenait un plaisir sincère à faire souffrir. Quelqu'un qui tirait une satisfaction d'avoir du pouvoir sur les autres. Quelqu'un qui voyait la gentillesse comme une faiblesse et la cruauté comme un divertissement. Et c'est là que j'ai souri. Pas le faux sourire poli que je portais depuis 5 ans, mais un vrai. Parce que ces gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de faire. Ils pensaient assister à la mise à mort d'un agneau. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. J'ai levé mon téléphone, ouvert l'application, et prononcé le mot qui allait tout changer, lancer. La première chose qui s'est produite, c'est que l'écran est devenu noir, juste pour une seconde, comme si quelqu'un avait débranché quelque chose. Les rires ont un peu diminué tandis que les gens regardaient autour d'eux, se demandant s'il y avait un problème technique. Célia a tapoté le micro plusieurs fois, cette expression agacée sur le visage que je connaissais si bien. Celle qu'elle prenait quand les choses ne se passaient pas exactement comme prévu. Quelqu'un s'en occupe ? A-t-elle crié, protégeant ses yeux des projecteurs en regardant vers le fond de la salle où le technicien audiovisuel était censé se trouver. Puis, l'écran s'est rallumé. Mais au lieu du diaporama humiliant de Célia, de nouveaux mots défilaient en gras et en blanc, en direct, la vérité derrière le sourire. Et en dessous, un chiffre qui a fait bondir mon cœur de satisfaction, 1 423 120 spectateurs et ce n'est pas fini. Des halètements ont commencé à se propager dans la foule comme une vague. Les gens sortaient frénétiquement leur téléphone, essayant de comprendre ce qui se passait. J'entendais des murmures confus, quelqu'un disant « C'est quoi ce bordel ?» et une autre voix demandant « C'est une sorte de blague ?» Mais ce n'était pas une blague. C'était 5 ans de planification qui portaient enfin leurs fruits. La section des commentaires est apparue en bas de l'écran. Des messages de mon public de la diffusion en direct sur YouTube défilant plus vite que quiconque ne pouvait les lire. Mais j'en ai attrapé quelques-uns. Mon Dieu! Est-ce que ça se passe vraiment? Allez, Marcus, on est avec toi, frérot. Ces gens vont se faire démolir. 1 million de spectateurs dès la première minute. C'est dingue. Le visage de Célia était passé de la confusion à la panique. Elle plissait les yeux vers l'écran, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. La foule devenait agitée maintenant. Cette mentalité de meute passait de l'amusement cruel à l'incertitude nerveuse. C'est alors que mon visage est apparu sur l'écran géant derrière elle. Pas la photo fatiguée et vaincue qu'elle avait utilisée pour m'humilier, mais une photo professionnelle de mon vrai travail. Rasé de près, confiant, portant un costume qui m'allait vraiment bien. Et au-dessus de mon image, le titre que personne dans cette pièce ne connaissait, Marcus Grant, Real Talking, coach certifié en guérison des traumatismes, fondateur de la fondation Silent No More. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler dans cet immense espace.
300 personnes fixant l'écran comme si elles ne pouvaient pas traiter ce qu'elles voyaient. Qu'est-ce que c'est? A chuchoté Célia dans le micro, sa voix à peine audible. Elle s'est retournée pour regarder l'écran, puis de nouveau vers moi, puis de nouveau vers l'écran. Marcus, qu'est-ce que... Laissez-moi vous expliquer, ai-je dit, et ma voix a résonné parfaitement dans la pièce, sans aucun micro. 5 ans d'expérience en prise de parole en public font ça. Vous voyez, tout le monde ici ce soir pense savoir qui est Marcus Grant. Le mari silencieux, le paillasson, le type qui encaisse tout ce qu'on lui jette et dit merci. J'ai commencé à marcher vers l'avant de la salle, et la foule s'est écartée devant moi comme si je portais quelque chose de contagieux. Les gens reculaient, oubliant leur boisson, tous les yeux fixés sur moi comme si une deuxième tête m'avait soudainement poussé. Mais voici ce que vous ne savez pas, ai-je poursuivi, ma voix calme et posée. Marcus Grant n'est pas juste un employé de bureau qui a eu la chance d'épouser une femme au-dessus de sa condition. Marcus Grant est le visage derrière Real Talk Ligne, une chaîne YouTube avec 2,3 millions d'abonnés. Les gens qui regardent mon contenu depuis 3 ans me connaissent comme le type qui aide les hommes et les femmes à reconnaître l'abus émotionnel et à trouver un moyen de sortir des relations toxiques. Les commentaires à l'écran s'affolaient maintenant. Oui, Marcus, dis-leur. On attendait ce moment. Ton histoire m'a aidé à quitter mon ex abusif. C'est la meilleure vengeance de tous les temps. La bouche de Célia était grande ouverte. On aurait dit que quelqu'un venait de lui annoncer que la gravité avait été annulée. Ce n'est pas possible, a-t-elle balbutié. Tu travailles dans un cabinet comptable. Tu gagnes 35 000 par an. Tu n'es personne. J'ai terminé pour elle. Oui, c'est ce que tu pensais. C'est ce que j'avais besoin que tu penses. Vous voyez, quand on documente des abus à des fins légales, ça aide si l'abuseur se sent complètement en sécurité. S'il pense qu'il n'y a aucun moyen que sa victime puisse lui faire du mal. Warren se frayait un chemin à travers la foule maintenant, son visage rouge pour autre chose que l'alcool. C'est ridicule. A-t-il hurlé. Sécurité, sortez cet homme d'ici. Mais les gardes de sécurité, tous les 3, se tenaient parfaitement immobiles, semblant plus intéressés par ce qui se passait que par l'idée de l'arrêter. C'est parce que j'avais eu une conversation avec leur superviseur plus tôt cette semaine. C'est incroyable ce qu'un pourboire décent et une simple demande peuvent accomplir. La beauté de diriger une chaîne axée sur l'abus émotionnel, ai-je dit, m'adressant à la foule comme si je donnais une conférence TED, c'est qu'on développe un très bon œil pour reconnaître les schémas, le gaslighting, l'humiliation publique, la destruction systématique de l'estime de soi de quelqu'un. D'autres commentaires inondaient l'écran. C'est thérapeutique à regarder. Célia va se faire démasquer. Marcus jouait aux échecs en 4D depuis le début. J'ai regardé droit dans les yeux de Célia, qui se tenait toujours, figée, au micro. Tu pensais avoir épousé un loser, ai-je dit. Quelqu'un de si pathétique et brisé que tu pouvais le traiter comme tu voulais sans conséquence. Mais celui que tu as vraiment épousé, c'est quelqu'un qui a passé 5 ans à documenter soigneusement chaque chose cruelle que toi et ta famille avez dite et faite. La foule était maintenant dans un silence de mort. Même le personnel de service avait cessé de bouger, se tenant parfaitement immobile avec leur plateau tandis qu'ils regardaient le drame se dérouler. Alors, permettez-moi de me présenter correctement, ai-je dit, ouvrant les bras pour m'adresser à toute la salle. Je m'appelle Marcus Grant. J'ai un master en psychologie de l'Université de Columbia. Je suis un spécialiste certifié en guérison des traumatismes. J'ai écrit 2 best-sellers sur la reconnaissance et l'évasion de l'abus émotionnel. Ma fondation à but non lucratif a aidé plus de 10 000 personnes à quitter des relations toxiques, et mes revenus annuels provenant des conférences, des ventes de livres et du coaching en ligne, j'ai fait une pause, laissant la tension monter. Sont de près d'un demi-million de dollars. L'écran derrière moi a explosé d'émojis de célébration et de symboles de feu alors que mon public réalisait ce qui se passait. Et à ce moment-là, en regardant 300 visages choqués qui me fixaient, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en 5 ans, du pouvoir. Le pouvoir que j'ai ressenti à ce moment-là était enivrant. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Vous voyez, quand on passe 5 ans à être traité comme si on était invisible, on surprend beaucoup de conversations que les gens pensent qu'on n'entend pas. Et quand on est un spécialiste de la guérison des traumatismes qui comprend l'importance de la documentation, on s'assure que ces conversations sont conservées. Maintenant, ai-je dit,
sortant à nouveau mon téléphone. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Peut-être que tout ça, ce ne sont que des paroles. Peut-être que j'invente ça pour sauver la face après avoir été humilié. Alors, laissez-moi partager quelques preuves avec vous. J'ai touché mon écran et l'interface d'un lecteur audio est apparue sur le grand écran derrière moi. L'horodatage indiquait une date d'il y a 8 mois. Les données de localisation indiquaient notre appartement à Brooklyn. Ce premier enregistrement, ai-je annoncé à la salle, a été capturé lors d'un des appels téléphoniques réguliers de Célia avec sa mère. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner comme d'habitude et elles étaient dans le salon, pensant avoir une conversation privée. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Célia a rempli la terrasse, cristalline, à travers le système de sonorisation haut de gamme pour lequel Warren avait payé un supplément. L'ironie ne m'a pas échappé. Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter ça, maman. C'est tellement pathétique. Genre, ils pensent vraiment que c'est un vrai mariage. Le rire de Lorraine était reconnaissable entre tous, ce son froid et cassant que j'avais entendu 1000 fois. Oh, ma chérie, tu fais ce qu'il faut. Pense à ça comme à un service communautaire. Quelqu'un doit bien s'occuper des chiens errants. Mais sérieusement, continua Célia, il n'est qu'un tremplin jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de mieux, quelqu'un qui compte vraiment. Je veux dire, tu imagines le présenter à quelqu'un d'important? Bonjour, je vous présente Marcus. Il classe des papiers pour gagner sa vie. La foule était maintenant dans un silence de mort. Tous ces visages qui riaient il y a 5 minutes étaient figés, regardant Célia comme s'ils ne l'avaient jamais vue auparavant. Certaines personnes s'écartaient d'elle, comme si être associées à cette conversation pouvait les contaminer d'une manière ou d'une autre. Le pire, poursuivit la voix de Célia depuis les haut-parleurs, c'est qu'il est réellement reconnaissant. Genre, il me remercie de le laisser m'emmener dîner. Il me remercie de le laisser m'acheter des choses. C'est sincèrement dégoûtant à quel point il est désespéré. Eh bien, répondit la voix de Lorraine, assure-toi juste de ne pas tomber enceinte de lui. Tu serais coincé avec cette lignée pour toujours. Tu imagines? Les deux femmes ont ri dans l'enregistrement, et le son a résonné dans la terrasse silencieuse comme un coup de feu. J'ai regardé droit dans les yeux de Célia, qui était devenue complètement blanche. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait au pied du micro. Tu te souviens de cette conversation? Lui ai-je demandé. Tu planifiais notre dîner d'anniversaire de mariage à ce moment-là. J'ai passé 2 semaines à économiser pour t'emmener dans ce steakhouse que tu voulais essayer. Tu m'as remercié après, tu m'as dit quel mari merveilleux j'étais. Les commentaires à l'écran étaient brutaux. Célia est une ordure. Comment peut-on être aussi cruel? Cette femme est une sociopathe. Marcus mérite tellement mieux. Mais je n'avais pas fini. J'ai chargé le 2e fichier audio. Celui-ci, ai-je dit, vient d'une conversation entre Warren et ses partenaires de golf il y a 3 mois. Ils étaient dans notre salon à boire un verre pendant que j'étais censé faire des courses pour eux. La voix de Warren a retenti à travers les haut-parleurs, ses mots empâtés par le whisky cher. Le gamin est pratique, je lui accorde ça. Il va chercher le pressing. Il s'occupe de tous les devoirs ennuyeux de Marie. Il ne se plaint jamais de rien. Bon sang, il paie même la moitié des dépenses du ménage avec son petit salaire. Des rires masculins en fond sonore. Mais bon sang, continua Warren. Le voir essayer de s'intégrer avec de vrais hommes, c'est comme regarder un chihuahua essayer de courir avec des loups. Célia sait qu'elle se rabaisse. On sait tous qu'elle se rabaisse, mais bon, mieux vaut avoir un bouche-trou que d'être seul, n'est-ce pas? Une autre voix, que j'ai reconnue comme celle de Robert Kane, le conseiller en investissement, est intervenue. Combien de temps tu penses qu'elle va le garder? Jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente, a répondu Warren. Ça pourrait être le mois prochain, ça pourrait être l'année prochaine, ça dépend de qui elle rencontre. Mais retenez bien mes paroles. Dès qu'elle trouvera un vrai homme avec de l'argent et de vraies perspectives, le petit Marcus recevra sa lettre de licenciement. Plus de rire. Et puis la voix de Warren à nouveau. Laissons le gamin continuer à penser qu'il compte. Il est utile. Il fait tout le sale boulot pendant qu'elle se concentre sur la recherche de son remplaçant. J'ai observé le visage de Warren alors que ses propres mots lui étaient rejoués. L'expression confiante et joviale avait disparu, remplacée par quelque chose entre la panique et la rage.
Il regardait autour de lui comme un animal piégé, essayant probablement de trouver un moyen de renverser la situation, de contrôler le récit. Mais il n'y avait aucun moyen de contrôler ça. Plus maintenant. Utile, ai-je répété, laissant le mot flotter dans l'air. C'est ce que j'étais pour vous. Pas un gendre, pas un membre de la famille, même pas un être humain, en fait. Juste quelque chose d'utile, un outil que vous pouviez utiliser et jeter quand vous trouveriez mieux. Le 3e fichier audio était déjà chargé. Celui-ci allait faire mal. Et ce dernier, ai-je dit, ma voix se durcissant, c'est l'appel téléphonique qui m'a convaincu qu'il était temps d'arrêter d'être utile. La voix de Célia a de nouveau rempli l'espace. Mais cette fois, elle parlait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont la voix serait très familière à Warren et Lorraine. Marco, chérie, tu me manques tellement. Le halètement qui a parcouru la foule était audible. Marco Restrepo, le fils de l'associé de Warren. Le Golden Boy qui tournait autour de Célia comme un requin depuis un an. Je sais, répondit la voix de Marco. Mais tu as dit que tu gérais la situation avec Marcus. Je m'en occupe. Mon Dieu, j'ai hâte d'en finir avec cette mascarade. La fête d'anniversaire va être parfaite. Je vais l'humilier tellement devant tout le monde que le quitter semblera un acte de pitié. Les gens auront vraiment pitié de moi d'avoir dû supporter un tel loser pendant si longtemps. Et ensuite, on pourra enfin être ensemble. Dès que les papiers du divorce seront signés, j'ai déjà parlé à l'avocat de papa. On peut laisser Marcus sans rien et le mettre dehors en un mois. Il me remerciera probablement de l'avoir sorti de sa misère. Ils ont tous les deux ri, et le son était comme des ongles sur un tableau noir. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé autour de la pièce, observant chaque visage choqué, chaque expression de dégoût et d'incrédulité. Ces gens étaient venus ici ce soir en s'attendant à me voir être détruit. Au lieu de cela, ils assistaient à la destruction de tout ce qu'ils pensaient savoir sur la femme qu'ils célébraient. Les enregistrements audio avaient fait leur travail. Je pouvais le voir sur leur visage, la lente prise de conscience qu'ils avaient été dupés, que la personne dont ils s'étaient moqués était en fait celle qui tenait toutes les cartes. Mais je n'avais pas encore terminé. Loin de là. Vous voyez, ce qui est bien quand on est sous-estimé, ai-je dit, me rapprochant de la foule, c'est que ça vous donne une liberté incroyable pour travailler. Pendant que vous pensiez tous que je n'étais qu'un pathétique employé de bureau, je construisais en réalité quelque chose que vous n'avez jamais vu venir. J'ai désigné l'écran derrière moi, où mes qualifications professionnelles étaient toujours affichées. Laissez-moi vous dire ce que Marcus Grant a vraiment fait ces 5 dernières années pendant que vous supposiez tous qu'il classait des papiers et se sentait reconnaissant pour les miettes. La section des commentaires explosait de messages de soutien. Mais je pouvais aussi voir que le nombre de spectateurs était passé à plus de 1,8 million de personnes. Ce n'était pas seulement en train de devenir viral. C'était en train de devenir un moment culturel. D'abord, ai-je dit, en montrant l'écran, parlons d'éducation. Vous avez entendu Warren tout à l'heure parler de son gendre, le décrocheur scolaire. Une histoire intéressante. Vous voyez, j'ai bien abandonné le lycée à 16 ans pour m'occuper de ma mère mourante. J'ai travaillé 3 emplois pour payer son traitement médical jusqu'à son décès quand j'avais 18 ans. La foule était maintenant complètement silencieuse, buvant chacune de mes paroles. Mais voici ce que les compétences de détective de Warren ont manqué. J'ai obtenu mon équivalent du bac, puis ma licence en psychologie du Brooklyn College, avec la mention summa cum laude. Puis mon master de Columbia, vous savez, cette petite université de l'Ivy League à Manhattan. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,9 tout en travaillant à plein temps pour le payer. Je pouvais voir le visage de Célia dans ma vision périphérique. On aurait dit que quelqu'un venait de lui dire que les lois de la physique avaient été suspendues. Mais attendez, il y a plus, ai-je continué, ma voix dégoulinant du sarcasme que j'avais réprimé pendant 5 ans. Pendant que je jouais le rôle du mari reconnaissant, je terminais également ma certification en tant que, l'écran derrière moi a changé pour montrer mes véritables qualifications, diplôme, certificat, licence professionnelle, tous au nom de Marcus Daniel Grant. Tous légitimes, tous sacrément impressionnants. Et ce petit travail de bureau, celui où je suis censé brasser de la paperasse pour 35 000 par an. J'ai ri et le son a résonné dans la terrasse silencieuse. C'est mon travail de jour, ma couverture, ma façon de rester discret pendant que je construisais quelque chose de réel. J'ai cliqué sur la diapositive suivante,
qui montrait des captures d'écran des analyses de ma chaîne YouTube. Les chiffres étaient stupéfiants. Des millions de vues, des centaines de milliers d'abonnés, des commentaires de personnes du monde entier me remerciant de les avoir aidés à échapper à des relations abusives. Real Talking n'est pas juste une chaîne YouTube, ai-je expliqué. C'est un mouvement. Plus de 2 millions d'abonnés qui se connectent chaque semaine pour m'entendre parler de la reconnaissance de l'abus émotionnel, de la construction de l'estime de soi et de la recherche de la force de quitter des relations toxiques. Ce qui est drôle, c'est que j'ai utilisé mon propre mariage comme étude de cas ces 3 dernières années. Vous avez tous été mes sujets de recherche. Quelqu'un dans la foule, je crois que c'était Margaret Chin, la conseillère municipale, a vraiment haleté bruyamment. Vous voulez dire tout ce temps? Tout ce temps, j'ai documenté chaque remarque cruelle, chaque regard méprisant, chaque moment de manipulation psychologique. Pas seulement à des fins légales, bien que cela en fasse partie, mais pour le contenu. Avez-vous une idée de la valeur de la documentation en temps réel de l'abus émotionnel pour les chercheurs et les thérapeutes? Les commentaires à l'écran étaient incroyables. Marcus vient de casser Internet. Cet homme est un génie. Célia s'est tellement piégée toute seule. Je regarde sa chaîne depuis des années. C'est incroyable. Mon livre, ai-je continué, Blessures invisibles, reconnaître l'abus émotionnel à la vue de tous, a atteint la liste des best-sellers du New York Times il y a 18 mois. Il a été traduit en 12 langues. La suite, Rompre le silence, guide d'un survivant pour réclamer sa voix, est sorti il y a 6 mois et a débuté à la 3e place. J'ai regardé droit dans les yeux de Warren, dont le visage était passé du rouge à une couleur pâle et maladive. Rien que l'avance était plus que le salaire annuel complet de ta fille, Warren. Mais s'il te plaît, dis-moi plus sur le fait que je ne compte pas. L'écran a de nouveau changé, affichant la page d'accueil de la fondation Silent No More, des photos de groupes de soutien, des témoignages de survivants, des statistiques sur les personnes que nous avions aidées. L'organisation à but non lucratif que j'ai fondée a maintenant des antennes dans 37 États, ai-je dit. Nous avons aidé plus de 10 000 personnes à quitter des relations abusives. Nous fournissons une aide juridique, des services de conseil, une aide au logement temporaire et une aide au placement professionnel. Tout est financé par des honoraires de conférences allant de 25 000 à 50 000 $ par événement. Je pouvais voir des gens dans la foule sortir leur téléphone, cherchant frénétiquement mon nom sur Google, essayant probablement de vérifier ce que je disais. Bonne chance avec ça. J'avais été très prudent pour garder ma personnalité publique séparée de ma vie conjugale jusqu'à ce soir. Et ces conférences. J'ai souri, savourant vraiment cette partie. Le mois dernier seulement, j'ai pris la parole à la Harvard Medical School, à la conférence annuelle de l'American Psychological Association et à un événement de formation d'entreprise pour Google. Ce mois-ci, je suis l'orateur principal de la conférence internationale sur la prévention de la violence domestique à Genève. Célia a finalement retrouvé sa voix. C'est impossible, a-t-elle chuchoté dans le micro. Tu ne peux pas. Je l'aurais su. Tu l'aurais su? Lui ai-je demandé. Quand exactement l'aurais-tu su, Célia? Pendant toutes ces conversations profondes et significatives que nous avons eues sur mes espoirs et mes rêves? Oh, attends. Nous ne les avons jamais eus parce que tu n'as jamais demandé. Tu ne t'es jamais assez soucié pour demander. J'ai fait un geste vers la pièce. Aucun de vous ne l'a fait. Vous avez tous supposé que le silencieux Marcus avec son petit travail de bureau était exactement ce qu'il semblait être. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que peut-être, juste peut-être, quelqu'un qui reste calme sous la pression et observe tout pourrait être en fait intelligent. Le nombre de spectateurs approchait les 2 millions maintenant. C'était plus grand que tout ce que j'avais jamais diffusé. Alors, laissez-moi vous présenter quelques personnes qui savent vraiment qui je suis, ai-je dit, en désignant divers points de la pièce. Félix Martinez, mon directeur technique, est assis à la table 12. C'est lui qui a installé l'équipement de diffusion de ce soir. Fais un signe, Félix. Un jeune homme en uniforme de serveur a levé la main et a souri. La foule s'est tournée pour le regarder comme s'il était un extraterrestre. Léa Thompson, ma directrice commerciale et la personne qui dirige vraiment ma fondation au quotidien, est près du bar. Elle a servi des boissons toute la nuit et vous a écouté médire de son patron. Une femme en tenue de traiteur s'est avancée et a fait une petite révérence moqueuse. Plusieurs personnes près du bar se sont éloignées d'elle. Et Jordan Walsh oui, Jennifer,
c'est ton ex-mari et mon avocat. Il a documenté tout ce qui s'est passé ici ce soir pour les inévitables procédures judiciaires. Un homme dans un costume parfaitement taillé est sorti de derrière l'un des piliers, tenant une tablette et un stylet. Jennifer Walsh, la blogueuse lifestyle, avait l'air de vouloir s'évanouir. Vous voyez, ce qui est bien quand on construit une plateforme qui aide les survivants d'abus, ai-je dit, c'est qu'on apprend l'importance d'avoir une équipe de soutien vraiment, vraiment solide. J'ai regardé à nouveau Célia, qui était toujours figée au micro comme une biche dans les phares. Alors dis-moi, ma chérie, ai-je dit, ma voix portant ce tranchant froid que je ne lui avais jamais laissé entendre auparavant, qu'est-ce que ça fait de découvrir que tu as été mariée à quelqu'un qui compte vraiment? Le visage de Célia était passé par environ 15 émotions différentes au cours des 10 dernières minutes, mais il se fixait maintenant sur un défi désespéré. Elle agrippa le micro à deux mains comme une bouée de sauvetage, ses jointures blanches contre le métal noir. C'est tout faux, cria-t-elle, la voix brisée par l'hystérie. Il ment. Il invente tout ça parce qu'il ne supporte pas d'être démasqué pour ce qu'il est vraiment. La foule ne la croyait plus. Je pouvais voir les gens échanger des regards, chercher mon site web sur leur téléphone, trouvant probablement mes profils professionnels qui avaient été cachés à la vue de tous pendant des années. Le charme était rompu, et il commençait à la voir comme je la voyais depuis le début. Félix, ai-je appelé calmement. Ça te dérangerait de mettre le dernier enregistrement? Celui d'il y a 2 jours. Félix hocha la tête depuis sa position à la table 12. Et je l'entendis taper quelque chose sur son téléphone. L'écran derrière Célia s'illumina avec une autre interface audio. Celle-ci affichait un horodatage d'il y a seulement 48 heures. C'est une conversation téléphonique entre ma femme et Marco Restrepo, ai-je annoncé à la salle. Enregistrée il y a 2 nuits alors que j'étais censé travailler tard au bureau. Les yeux de Célia s'écarquillèrent de panique. Non, ne fais pas ça, Marcus. S'il te plaît. Mais il était trop tard. Sa voix emplit à nouveau la terrasse, sensuelle et intime d'une manière dont elle ne m'avait jamais parlé. Marco, chéri, j'ai hâte que ce soit fini. La fête d'anniversaire va être parfaite. Je vais l'humilier si complètement que tout le monde comprendra pourquoi j'ai dû le quitter. La voix de Marco était douce, confiante. Tu es sûr de ce plan? Ça a l'air un peu cruel, même pour toi. Célia rit. Ce rire authentique que j'entendais rarement. Fais-moi confiance, ce sera hilarant. Il va probablement se mettre à pleurer devant tout le monde. Et alors je pourrai jouer l'épouse qui souffre et qui a finalement atteint ses limites. Les gens auront pitié de moi d'avoir dû supporter un mari aussi pathétique pendant si longtemps. Et après la fête, je demanderai le divorce lundi. Les avocats de papa ont déjà les papiers prêts. Cruauté mentale, différence irréconciliable, tout le package. On s'assurera qu'il ne touche pas un centime. Et alors, toi et moi pourrons enfin arrêter de nous voir en cachette. Et s'il se défend? Avec quoi? Il n'a pas d'argent pour un bon avocat, pas de relation, pas de pouvoir. Il signera tout ce qu'on lui mettra sous le nez et disparaîtra dans le trou d'où il est sorti. Je lui donne 3 mois avant qu'il ne vive dans un studio dans le Queens, en pleurant sur ses nouilles ramen. Ils éclatèrent tous les deux de rire dans l'enregistrement, et le son résonna dans la terrasse maintenant silencieuse comme une gifle. J'ai appuyé sur stop et j'ai regardé autour de la pièce. La transformation était complète. Ces gens qui se moquaient de moi il y a 20 minutes regardaient maintenant Célia comme si elle était quelque chose de toxique sur lequel ils avaient accidentellement marché. Warren était debout, figé, près du bar, son whisky oublié à la main. Lauren avait couvert son visage avec sa serviette. Même Marco lui-même, que je pouvais voir essayant de se cacher derrière un pilier près du fond, avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Alors voilà, ai-je dit, m'adressant à la foule comme un procureur faisant ses réquisitions. La vraie Célia Montgomery Grant, pas la victime d'un mariage décevant, mais l'architecte de 5 ans de torture psychologique. La femme qui a planifié toute cette soirée comme le grand final de sa campagne pour détruire quelqu'un qu'elle pensait trop faible pour se défendre. J'ai sorti un autre article de la poche de ma veste. Une enveloppe Kraft qui avait été livrée à mon bureau ce matin-là. Ce qui m'amène à ceci, ai-je dit, en brandissant l'enveloppe. Les papiers du divorce, déposés ce matin. Signé, scellé et livré avec une ordonnance restrictive et une plainte pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Les jambes de Célia ont vraiment flanché.
Elle s'est agrippée au pied du micro pour ne pas tomber, sa bouche bougeant mais aucun son ne sortant. Ah, et Célia, ai-je dit, ma voix portant cette froide satisfaction que j'avais retenue pendant des années. Le contrat de mariage que tu m'as fait signer, celui que les avocats de ton père pensaient si intelligent. Il s'avère qu'il est nul et non avenu quand l'une des parties commet l'adultère et l'abus émotionnel. Mes avocats, les très chers, s'en sont assurés. Les fissures dans sa façade parfaite se propageaient comme une toile d'araignée sur du verre, et je ne faisais que commencer. Les retombées ont été immédiates et brutales. Quelques secondes après la fin de ce dernier enregistrement, j'ai vu le monde soigneusement construit de Célia commencer à s'effondrer comme un château de cartes dans un ouragan. James Carter, le capital risqueur qui finançait la start-up marketing de Célia, a été le premier à bouger. Il se tenait près de l'avant, consultant constamment son téléphone pendant ma petite présentation. Maintenant, il marchait droit vers la sortie, le visage impassible. « James, attends !» cria désespérément Célia, retrouvant enfin sa voix. « Laisse-moi t'expliquer. » Il ne s'est même pas retourné. « Mon bureau prendra contact pour dissoudre notre partenariat, dit-il sans s'arrêter. Avec effet immédiat. C'était 300 000 $ de financement de démarrage qui partaient en fumée, et tout le monde dans la salle le savait. Les relations d'affaires, le réseau professionnel qu'elle avait mis des années à construire, tout s'évaporait en temps réel. Maya Rodriguez, la cousine de Célia, qui était venue de Chicago pour la fête, s'est frayé un chemin à travers la foule, des larmes coulant sur son visage. Elle s'est dirigée droit vers moi et m'a pris les mains. « Marcus, je suis tellement désolée, dit-elle, la voix tremblante. Je n'avais aucune idée. Si j'avais su ce qu'il te faisait, elle se tourna pour foudroyer Célia du regard. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu être aussi cruel envers quelqu'un qui t'aimait? Maya n'était pas la seule. J'ai vu personne après personne s'approcher de moi. Des gens qui s'étaient moqués de ce diaporama il y a 15 minutes s'excusaient maintenant, offraient leur soutien, demandaient s'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire. La dynamique sociale dans la pièce s'était complètement inversée. Pendant ce temps, 2 journalistes que j'avais prévenus plus tôt dans la semaine se dirigeaient vers Warren et Lorraine. Sarah Chin du New York Post et Marcus Williams du Daily News. Tous 2 spécialisés dans la couverture des scandales de la haute société. Je les avais contactés la veille, leur promettant une histoire qu'ils ne voudraient pas manquer. M. Montgomery, a crié Sarah, son enregistreur déjà en marche. Aimeriez-vous commenter les allégations d'abus émotionnels que nous venons d'entendre? Comment pensez-vous que vos clients de la banque d'investissement pourraient s'intéresser au traitement de votre famille envers les personnes vulnérables? Le visage de Warren est passé du pâle au violet. Sans commentaire. C'est une affaire de famille privée. Est-il vrai que vous avez encouragé votre fille à commettre l'adultère dans le cadre d'un plan visant à escroquer son mari lors du processus de divorce? A insisté Marcus Williams, son photographe prenant déjà des photos. Lorraine a essayé de s'enfuir, mais a été acculée par un autre groupe de personnes, d'anciens amis qui étaient soudainement très intéressés à discuter de son travail caritatif. Il s'avère que lorsqu'on est exposé comme quelqu'un qui prend plaisir à la cruauté psychologique, les gens commencent à se demander de quoi d'autre on pourrait être capable. Le nombre de spectateurs de la diffusion en direct avait atteint 2,8 millions. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications, des demandes d'interviews, des offres de conférences, des messages d'autres survivants d'abus partageant leurs propres histoires. Ce n'était pas seulement en train de devenir viral. C'était en train de devenir un mouvement. Marcus. Je me suis retourné pour trouver la docteure Patricia Vance, la thérapeute qui avait ri avec tout le monde plus tôt. Elle avait l'air d'avoir l'estomac noué. Je dois m'excuser, dit-elle doucement. J'ai passé toute ma carrière à aider les gens à se remettre exactement de ce type d'abus. Et je suis restée assise là et j'ai ri pendant que ça se passait juste devant moi. J'ai honte de moi. Vous devriez, ai-je dit simplement. Mais au moins, vous le reconnaissez maintenant. Célia était toujours au micro, regardant désespérément autour d'elle alors que son monde s'effondrait. Elle a essayé de s'approcher de moi plusieurs fois, mais Jordan, mon avocat, s'est interposé entre nous à chaque fois. Madame Grant, dit-il formellement, je conseille à mon client de ne pas vous parler sans la présence d'un représentant légal. Voici votre copie de l'ordonnance restrictive. Elle regarda les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Ça ne peut pas arriver, murmura-t-elle. Ce n'est pas réel.
Mais c'était réel. 5 ans de planification, 5 ans de documentation, 5 ans de construction de la plateforme et des ressources dont j'aurais besoin pour me défendre. Tout portait ses fruits d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. À minuit, la vidéo avait atteint 4,3 millions de vues. Ma boîte de réception était inondée de messages de survivants, de sympathisants, de journalistes et même de quelques célébrités qui voulaient amplifier l'histoire. Le hashtag Silent No More était en tendance sur 3 plateformes de médias sociaux différentes. Célia a essayé de m'appeler 17 fois cette nuit-là. Je les ai toutes laissées aller à la messagerie vocale, puis j'ai demandé à Jordan de sauvegarder les enregistrements comme preuve de harcèlement. La blague était terminée, et c'est moi qui riais. Maintenant, 1 an plus tard, j'étais assis à un panel au Palmer House Hilton de Chicago, face à un public de 800 professionnels de la santé mentale, de survivants et de militants. La bannière derrière moi disait « Rompre le silence, une conférence nationale sur la guérison de l'abus émotionnel ». Et mon nom figurait à côté de certains des chercheurs les plus respectés dans le domaine. C'est drôle comme votre perspective peut changer en 12 mois. Il y a 1 an, j'étais Marcus Grant, le mari invisible qui classait des papiers et se taisait. Aujourd'hui, j'étais Marcus Grant, l'orateur principal qui avait transformé son enfer personnel en une plateforme qui changeait des vies à travers le pays. Le thème du panel d'aujourd'hui, ai-je dit dans le micro, ma voix résonnant facilement dans la salle de bal bondée, et guérir en silence, quand la force tranquille devient une voix puissante. Et je veux commencer en vous disant quelque chose qui pourrait vous surprendre. J'ai regardé la mer de visages, thérapeutes, travailleurs sociaux, survivants, militants, des gens qui avaient parcouru des centaines de kilomètres pour être ici. Il y a 1 an, ce soir, je me tenais devant 300 personnes qui pensaient que j'étais une blague. Des gens qui ont ri pendant que ma femme m'humiliait publiquement, qui ont vu ma douleur comme un divertissement. Et vous savez quoi? À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. La salle était complètement silencieuse, buvant chacune de mes paroles. J'ai réalisé qu'être sous-estimé n'est pas toujours une faiblesse. C'est parfois le plus grand cadeau que l'on puisse recevoir. Parce que pendant qu'ils riaient de moi, j'apprenais. Pendant qu'ils me méprisaient, je construisais. Pendant qu'ils pensaient que j'étais brisé, je devenais plus fort qu'aucun d'entre eux ne pourrait jamais l'imaginer. Des applaudissements sporadiques ont éclaté. Mais j'ai levé la main. Je n'avais pas fini. Vous voyez, cette nuit-là, que la plupart d'entre vous ont probablement vue sur YouTube puisqu'elle a été vue plus de 47 millions de fois, ne concernait pas vraiment la vengeance. Il s'agissait de réclamer ma voix. Il s'agissait de montrer au monde que les gens silencieux ne sont pas des gens faibles, que invisible ne signifie pas impuissant, et que parfois, la personne que tout le monde ignore est celle qui voit tout le plus clairement. J'ai fait un geste vers ma gauche, où Léa Thompson était assise en tant que directrice générale de la fondation Silent No More. Elle avait quitté son ancien emploi il y a 6 mois pour travailler avec moi à plein temps, et ensemble, nous avions construit quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Léa, donne-leur les chiffres. Elle se pencha vers son micro, souriant. Au cours de la dernière année, nous avons ouvert des antennes dans les 50 États. Nous avons aidé plus de 50 000 personnes à quitter des relations abusives. Notre ligne d'assistance reçoit plus de 2000 appels par semaine. Et les livres de Marcus, l'original et la suite, ont été traduits en 23 langues et se sont vendus à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Les applaudissements ont été plus forts cette fois, mais je pouvais voir des gens dans le public essuyer leurs yeux. Ce n'étaient pas seulement des statistiques pour eux. C'étaient des vies changées, des gens sauvés, des voix enfin entendues. Mais voici ce dont je suis le plus fier, ai-je continué, affichant une diapositive sur l'écran derrière moi. Elle montrait une photo de notre dernière réunion de groupe de soutien. Des dizaines de personnes, toutes survivantes d'abus émotionnels, toutes apprenant à reconstruire leur vie et à réclamer leur pouvoir. Chaque semaine, nous recevons des messages de personnes qui regardent cette vidéo et se reconnaissent dans mon histoire. Des gens qui ont réalisé qu'ils n'étaient pas fous, qu'ils n'exagéraient pas, qu'ils n'étaient pas seuls, et qui ont trouvé le courage de dire le mot qui a changé ma vie, qui a commencé tout ce voyage. J'ai fait une pause, regardant tous ces visages, pensant au chemin parcouru depuis cette nuit sur la terrasse où tout semblait sans espoir. Lancer, ai-je dit simplement. C'est tout ce qu'il faut. Un mot, une décision, un moment où l'on cesse d'être silencieux et où l'on commence à être entendu. Derrière moi, le grand écran affichait les mêmes mots que j'avais prononcés doucement dans mon téléphone cette nuit-là. Mais maintenant,
il signifiait quelque chose de différent. Pas la destruction, mais la création. Pas une fin, mais un début. J'étais la blague, ai-je dit, ma voix forte et claire. La chute dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le type pour qui tout le monde avait pitié, s'il prenait même la peine de me remarquer. Je me suis levé, ouvrant les bras pour embrasser toute la salle. Maintenant, je suis la voix, la plateforme, la preuve que peu importe à quel point on essaie de vous faire sentir petit, peu importe à quel point on pense que vous êtes invisible, vous avez du pouvoir, vous avez de la valeur, et vous avez quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. J'ai souri, ressentant la même clarté que j'avais ressentie il y a un an, mais cette fois, elle était chaude au lieu de froide, guérisseuse au lieu d'être dure. Vous avez votre histoire, et quand vous serez prêt, quand vous trouverez le courage de cesser d'être silencieux, cette histoire peut tout changer. La standing ovation a duré 5 minutes, mais plus important encore, je pouvais le voir dans leurs yeux. Cette étincelle de reconnaissance, ce moment de compréhension. Les silencieux trouvaient leur voix, et je n'étais plus seul.